Bonjour et bienvenue. Je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast indépendant consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Depuis 2017, je donne la parole à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Dans ce podcast, on parle d'écologie bien sûr, d'activisme, d'entrepreneuriat, de bénévolat. Mais avant tout, on écoute. On écoute les invités nous raconter leur parcours, leurs projets et surtout leurs rêves. Si vous faites partie des fidèles auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, @BasilicPodcast. Et maintenant, place à l'épisode de la semaine. Belle écoute à tous. Aujourd'hui, je reçois Julie et Laetitia, les cofondatrices du magazine Vert. Vert est avant tout né d'une belle histoire d'amitié et c'est ce que Julie et Laetitia vont nous raconter aujourd'hui. Dans cet épisode, nous parlons de jardinage, bien évidemment, mais pas que. Nous nous intéressons également au dessous de cette entreprise éco-responsable. J'espère que cet épisode vous plaira. Je vous souhaite une très belle écoute. Salut les filles. Salut. Comment allez-vous ? Bien, écoute. Très bien. Je suis ravie de vous recevoir au micro. Je vous entends tous les 15 jours puisque j'ai la chance de produire votre podcast La Voix Verte. Mais aujourd'hui, c'est vous qui passez derrière le micro et qui allez nous raconter l'histoire de Vert Magazine, qui est avant tout une histoire d'amitié. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter ? Alors Julie, tu étais déjà passée au micro de Basilic il y a quelques années maintenant. Tout à fait. Tu peux quand même te présenter pour les auditeurs et les auditrices qui ne te connaissent pas encore. Comment ça ? Alors moi, je m'appelle Julie. Je suis aussi connue sous le nom de Julie Pinkex, donc via ton podcast où tu m'avais interviewée. Je fais plein de choses différentes, donc maintenant je fais surtout Vert Magazine, mais c'est vrai que j'ai un compte Insta et j'ai un blog sur lequel je parlais pas mal d'écologie, de jardinage aussi et autres. Et voilà, j'ai écrit des livres, j'achète, j'écris un peu dans la presse et tout, mais maintenant je ne fais que Vert Magazine. Et toi, Laetitia ? Moi, c'est donc Laetitia, j'habite sur l'île de Ré. Je suis aussi donc la cofondatrice de Vert Magazine avec Julie. Moi, j'ai bossé pendant une dizaine d'années dans la communication digitale et dans des petites entreprises, des agences, etc. Et puis après, on a créé le magazine ensemble avec Julie. J'avais encore d'autres activités quand on a créé le magazine, notamment du freelance, etc., que j'ai petit à petit diminué pour me consacrer à plein temps au mag. Et puis niveau famille, je sais pas si je dois tout raconter, mais tu peux. J'ai 2 enfants, ça a son importance puisqu'il y en a un qui est arrivé juste avant le lancement du magazine et l'autre en plein milieu puisqu'il est né il y a 4 mois. Donc c'est vrai que c'est aussi un paramètre à prendre en compte dans notre entreprise. Et Julie, tu es aussi maman d'une fille qui, elle, est un peu plus grande. Ouais. Mais qui demande tout autant d'attention. Alors, vous le savez, chez Basilic, il y a une question que j'aime bien poser, qui est de connaître le premier geste écolo de mes invités, pas tellement pour le geste en soi, mais plus pour comprendre comment est-ce qu'ils ont commencé à être sensibilisés aux grandes questions écologiques auxquelles on est confronté. De mon côté, j'ai la chance d'avoir des parents quand même qui ont été, qui sont écolos depuis toujours. Je confirme. Elle me connaît depuis très longtemps. Et donc du coup, je me souviens pas vraiment d'un premier geste parce que j'ai vraiment baigné là-dedans, même si quand j'étais après ado et tout ça, ça me passionnait pas du tout. Hein, pour le coup, je trouvais ça un peu ringard et un peu nul. Mais en tout cas, j'étais déjà un peu dans ce milieu-là au niveau famille. Et après, à titre personnel, il y a un passage assez important pour moi, c'est quand je vivais à Toulouse, je vivais en plein centre-ville, et il y a un moment où j'ai trouvé vraiment aberrant de continuer à jeter ces épluchures, ces déchets verts dans la poubelle, et où du coup j'ai fait l'acquisition d'un bioseau, donc j'avais pas de système de compostage sur place, parce qu'à l'époque je connaissais pas encore trop ce qu'on peut faire quand on est en milieu urbain, qu'on n'a pas eu tout de jardin, mais en tout cas j'avais mon bioseau qui me permettait de trier mes épluchures, et après j'allais avec mon petit seau dans un jardin partagé qui était dans mon quartier, qui était pas si près que ça, donc ça demandait un petit peu de motive, mais qui me permettait de mettre tout ça dans un compost de jardin partagé. Et c'est vrai que ça, une fois qu'on a fait ce premier pas au niveau compost, je trouve qu'après c'est très difficile de remettre des épluchures dans une poêle normale quand on est parfois chez des amis ou quoi qui ont pas de compost. Ça fait très bizarre et voilà, ça a été
un premier geste, on va dire, important? Moi, ça a été vraiment pour le coup, ça a été vraiment la grossesse. Je pense que c'est pareil, j'avais sans doute des gestes déjà acquis voilà, dans la famille. Par contre, vraiment, je change tous mes produits ménagers, je change tous mes produits cosmétiques. Moi, j'ai vraiment fait l'erreur que tout le monde fait, tu vois, de tomber dans le truc et, et du coup de tout changer, tout lire. Moi, je savais plus quoi acheter. J'ai testé 36 000 trucs qui sans doute plus de gaspillage que des trucs écolos du coup. Mais voilà, c'était vraiment la grossesse d'abord pour moi parce qu'en fait, je tolérais plus du tout les produits classiques. Donc c'est d'abord ça qui m'intéressait et après c'était un peu le côté mon bébé du coup, je veux pas qu'il ait une lessive voilà, conventionnelle. Qu'est-ce qu'on peut utiliser dessus voilà, comment je peux éviter les cotons, etc. Donc voilà, mais c'était il y a quand même assez longtemps maintenant, il y a plus de 8 ans, donc c'était pas tout à fait aussi facile qu'aujourd'hui pour certains changements, quoi. Alors, vous êtes amies depuis très longtemps. Laetitia, tu l'as évoqué. Quand est-ce que vous vous êtes rencontrées et est-ce que vous avez un premier souvenir marquant de votre rencontre ? Qui veut se Voilà. lancer ? Ça fait, j'oublie à chaque fois notre âge, mais donc ça fait 33 ans, hein, si je dis pas de bêtises, Ouais, qu'on c'est se ça. connaît. On s'est donc rencontrés en maternelle. Parce que du coup, moi, je suis toujours sur Pau. Laetitia, maintenant, est sur l'île de Ré après de multiples passages un peu partout en France et dans le monde. Mais avant, elle était de Pau aussi, donc on s'est rencontrés à l'école maternelle. Et on était devenues copines, il me semble. Alors, tu vois, je n'ai même pas de souvenir de quand, comment, quoi, parce qu'on était très petites. Après, des souvenirs, on en a plein. Tu en as dans l'édito de notre dernier numéro, du coup, où Laetitia a écrit l'édito à quelques petits souvenirs qu'on relie à Vert Magazine. Ouais, dans la cour de récré, on ramassait des trucs, on faisait déjà des petites potions magiques, enfin tous les jeux d'enfants classiques, quoi. C'est vrai que comme on se connaît depuis ultra longtemps, on n'a pas un souvenir très précis de notre rencontre. Mais il y a un truc dont on reparlait tout à l'heure, toutes les deux, qui nous fait bien rire. C'est qu'on avait un jeu qu'on avait nommé SOS Cocotte, où en fait on grimpait en haut du portique du jardin de mes parents pour observer les poules de la ferme qui était juste à côté du jardin. Et voilà, c'était mission où sont les poules, voilà, on les surveillait avec des fausses jumelles, etc. Et aujourd'hui, malheureusement, cette superbe ferme où il y avait des poules, plein de trucs et tout, est devenue un super marché Lidl. Enfin, ça casse un petit peu le jeu de SOS Cocotte. Et de toute façon, mes parents n'habitent plus là, donc c'est un peu moins bucolique. Mais voilà, puis après, on a grandi, on a continué à énormément joué ensemble. On est devenu un peu plus après maquillage, coiffure, défilé de mode, tu vois. Ouais. Une période normale. Voilà, plus très nature. Il y a quelques photos off qu'on garde pour nous quand même. On en montre pas mal, mais pas toutes. C'est ça. Et alors, comment vous est venue l'idée de créer Vert Magazine ensemble ? Parce que entreprendre avec une amie de longue date, c'est pas forcément évident. C'est pas évident de sauter le pas et de se lancer dans l'aventure. Hein. On sait les montagnes russes que peuvent être l'entrepreneuriat et ça peut être un peu difficile parfois. Comment est-ce que ça vous est venu et surtout comment ça s'est passé ? Et d'ailleurs, je précise, au début, le magazine s'appelait Horte, et vous nous ferez un petit aparté sur ce changement de nom, parce que moi, j'ai toujours la sérigraphie avec écrit Horte dans mon bureau. Collector. En fait, c'est un peu un hasard à la base, c'est qu'en 2019, on s'est retrouvés toutes les deux dans un moment où on voulait changer d'orientation professionnelle. Et à la base, on en a parlé toutes les deux, mais en tant que copines, quoi. Genre, ah bah toi, à quoi tu penses ? Ah tiens, j'ai telle et telle idée. Moi, je creuse telle piste. Tu vois, on échangeait plus pour se soutenir chacune dans nos recherches respectives. Et puis, toutes les deux, on était d'accord sur le fait qu'on avait envie de créer un projet, quelque chose qui nous passionne, qu'on avait assez des boulots un peu plus conventionnels qu'on faisait avant dans le monde de l'entreprise classique ou de la collectivité pour Julie. Et en fait, on s'est échangé nos idées de projet et on en avait 12 000, donc il y avait de tout et n'importe quoi dedans. Et puis petit à petit, on a discuté de tout ce qui est autour de la nature, parce que de toute façon, c'était sûr que notre projet intégrerait la nature, les plantes d'une manière ou d'une autre. Et on a discuté un petit peu de magazines, notamment Julie qui lisait pas mal de magazines, moi aussi. Et on s'est dit, tiens, c'est vrai que sur le marché aujourd'hui, les magazines qui parlent de plantes et de jardinage, c'est pas forcément des magazines que nous, on a envie de lire. C'est des magazines très classiques, de kiosques, qui ont une maquette qui nous parle pas énormément, qui ont des sujets très axés sur des gens qui ont des grands jardins,
qui jardinent depuis longtemps, qui n'ont pas toujours un angle aussi très écologique. Après, ça dépend et je pense que tout le monde maintenant se met un peu au diapason, mais voilà, c'était pas à la base des titres qui nous attiraient énormément. Et on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus, mais c'était vraiment une première idée à la base avec des gros points d'interrogation. Et puis on a commencé à creuser cette idée-là, à continuer à réfléchir à d'autres en parallèle. Et puis petit à petit, ça s'est dessiné et ça s'est fait un peu comme ça, quoi. Ouais, moi j'ai souvenir qu'il y a vraiment eu deux trucs. Moi, ça a coïncidé 2019 avec le gang des tomates, qui est donc un truc que j'ai lancé sur Instagram et qui m'a complètement dépassée, qui était juste un hashtag à la base pour montrer aux gens comment, voilà, je parlais quand même déjà pas mal de potager et tout ça, et c'était pour montrer comment on semait des tomates, etc. Et que c'était long et qu'il fallait éviter du coup d'en manger en hiver, que ce n'était absolument pas naturel. Et ça a beaucoup plu. Et j'avais beaucoup de questions, mais des questions auxquelles je ne m'attendais pas du tout, en fait. Où vraiment, je voyais que les gens, ça les intéressait, ça les passionnait, mais ils savaient pas du tout. Ils avaient, des fois, ils étaient très urbains, ils avaient des familles qui jardinaient pas du tout. Donc voilà, des questions entre beaucoup de guillemets bêtes, mais qui ne sont pas bêtes. Hein. Et c'est vrai que quand on discutait un peu des sujets, nous c'était au début, je pense qu'on a plutôt discuté au niveau écologie, nature, tout ça. Et après, où c'est venu en se disant, mais tu vois, mais même le jardinage, en fait, il n'y a pas de magazine, tu vois, tu peux trouver des livres, c'est pas la même chose, tu vois, mais il n'y a pas de magazine qui va expliquer des choses, voilà, qui sont compliquées, etc., à des gens qui n'ont pas du tout, tu vois, l'historique jardinage, quoi. Et après, il y a eu un moment, je me souviens plus trop, mais je crois que c'était l'été, avant ou après l'été 2019, où on s'est dit, on tournait un peu en rond. Je me souviens qu'on faisait des tableaux un peu, pas business plan, mais tu vois, est-ce que ça va être rentable, est-ce qu'on peut en vivre, est-ce que tout ça. Et on s'est dit, en fait, il faut qu'on le lance, quoi. Il faut qu'on fasse un truc un peu concret, tu vois, qu'on aille genre à la CCI, qu'on commence à voir, tu vois, un budget, combien ça coûte l'impression, etc. Je pense que c'est là que ça a lancé, tu vois. On s'est dit, bon voilà, tu vois, on va voir dans quelques mois, peut-être que pareil, on n'aura rien fait, quoi, mais on va voir si c'est viable, quoi, en fait. C'est ça. C'était clairement pas notre idée la plus rentable dans notre liste d'idées. Peut-être qu'on aurait été millionnaire si on était parti sur d'autres trucs. Mais c'était celle qui nous plaisait le plus. Et du coup, comme on savait pas du tout ce que ça allait donner dans tous les cas et tout ça, on s'est dit autant faire un truc qui nous plaît. Comme ça, si jamais ça marche pas, on n'aura pas perdu notre temps, en quelque sorte, tu vois. On aura écrit sur les plantes, on aura créé un chouette magazine et puis si ça doit s'arrêter, tant pis, mais on se sera éclaté. Et quand même, on a été prudente. En parallèle, on a gardé chacune nos activités de freelance ou d'auteur pour Julie, pour pas tout lâcher non plus d'un coup. Et après, ça s'est fait très progressivement parce qu'il y avait quand même cette pression financière dont on parle pas beaucoup, mais quand on lance son entreprise, ça fait quand même peur. Donc, on n'a pas tout lâché d'un coup. On a fait vraiment petit à petit, quoi. Au début, le magazine, je me souviens, on avait, je crois, un jour par semaine au tout début, où on s'était, je sais plus quel jour, c'était notre jour où on bossait sur le magazine et tous les autres jours de la semaine, chacune bossait de son côté sur ses trucs, quoi. Et puis petit à petit, ça a grignoté dans la semaine et voilà. Et maintenant, ça grignote. Maintenant, ça grignote le week-end, ça grignote la nuit. C'est ça. Ça grignote les vacances. Ça grignote, voilà, ça grignote. Vous vous étiez lancé d'ailleurs avec une campagne de crowdfunding au tout début pour, j'imagine aussi, évaluer et pouvoir mesurer l'intérêt, le nombre d'impressions, parce que c'est quand même un outil, c'est quand même un support matériel. Donc, vous aviez des questions de coût assez claires et précises. Ouais, complètement. C'était un choix autant, comme tu dis, stratégique pour voir si on avait de la clientèle possible, si ça intéressait les gens, combien, etc. Et évidemment aussi un apport financier, parce que pour le moment, on savait pas trop. On avait vraiment un apport très minime, nous, personnel. Et on envisageait déjà de trouver un prêt, tu vois, bancaire, tout ça, mais on n'était pas du tout garant. La presse papier, c'est pas du tout quelque chose qui plaît beaucoup aux banquiers. Donc on savait pas trop. Donc voilà, on s'était dit évidemment il faut lancer un crowdfunding. J'avoue qu'on n'avait pas trop anticipé, je pense. On s'était vraiment dit ça va être super, on va faire des campagnes, tout ça. C'est très très énergivore, une campagne de financement participatif. On avait très mal évalué en plus le montant, tu sais, le pourcentage, à quoi ça correspondait. Enfin voilà, on a craché le truc au bout d'un jour, donc il a fallu rajouter des contreparties. On avait fait trop compliqué. Enfin voilà, ça a été très compliqué. Et comme tu le dis, en plus on a eu un changement de nom en cours de cette campagne, donc qui était en février. Le premier numéro est sorti en mars, c'était le numéro de printemps. Et donc un mois avant, il a fallu 2020, 2020. Juste avant le confinement. Ouais.
Et il a fallu gérer ce souci de nom et de changement de nom et gérer le fait qu'on était déjà en campagne avec un autre nom en fait. Donc on a fait le choix d'attendre la fin de la campagne de financement participatif pour donner la petite nouvelle. Au fait, on a un truc à vous dire. On va s'appeler Vert maintenant. Donc voilà, c'était un peu un choix stratégique, mais en vrai on le savait déjà avant pendant la campagne de financement. Mais ça a été compliqué même psychiquement, psychologiquement, de gérer et la campagne. Et nous, on travaille sur la maquette quand même. Alors, en février, on était sur le numéro 1 déjà. Et ce changement de nom, ça a été un peu compliqué parce que changer de nom, il faut trouver un nom, il faut trouver un nouveau nom, quoi. Enfin, c'est pas juste on doit changer, quoi. Faut trouver un nouveau nom, et puis j'imagine que quand tu t'es projeté aussi avec un certain nom et que tu as commencé à tout imaginer autour de ça, c'est pas évident. Bon, au final, celui-ci est parfait. Très bien, tout à fait. C'était sûrement un signe du destin. Alors, vous l'avez dit, l'idée, c'était avant tout de s'adresser à celles et ceux qui ne sont pas des pros du jardinage, qui, comme beaucoup de vos lecteurs et vos lectrices, débutent, mais sont passionnés, ont envie d'en savoir plus. Vous utilisez souvent l'expression jardinage urbain, c'est une expression qu'on entend de plus en plus. Qu'est-ce que ça signifie, le jardinage urbain ? Est-ce qu'on peut être urbain et jardiner ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce que vous voulez dire avec ça ? Alors c'est un terme qu'on a beaucoup utilisé au début et qu'on utilise un peu moins maintenant, justement, parce qu'au début, on l'utilisait beaucoup pour marquer notre différence, en quelque sorte, avec les autres, et pour dire justement, les autres magazines de jardinage intégraient peu le jardinage urbain. Donc ce qu'on appelle jardinage urbain, généralement c'est jardinage sans jardin, et nous on voulait montrer que même si on a juste un bout de balcon, même un rebord de fenêtre, ou même rien du tout, mais je sais pas, des plantes vertes dans son appart, voilà. Pour nous, c'est aussi du jardinage. À partir du moment où il y a des plantes, du végétal, on s'occupe de plantes, on jardine. Donc du coup, on l'a beaucoup utilisé. Finalement, on s'est rendu compte petit à petit que dans notre lectorat, il y avait à peu près 50% de gens qui avaient réellement un jardin et 50% qui n'en ont pas. Donc c'est à peu près à part égale. Et qu'il y avait aussi des frontières qui étaient un peu moins nettes, parce que finalement, parfois, tu as les gens qui sont en pleine ville qui n'ont pas de jardin, mais qui vont dans un jardin partagé, ou qui ont le jardin de leurs parents. Typiquement Julie, jusqu'à récemment, elle avait pas de jardin chez elle, mais chez ses parents, elle s'occupait du potager. À l'inverse, t'as des gens qui sont pas en ville, mais qui n'ont pas de jardin non plus, ou qui sont dans une location et qui peuvent pas se permettre de créer tout un potager. Donc voilà, on s'est dit finalement les frontières sont un petit peu floues. Et nous, ce qu'on veut surtout maintenant dire, c'est plutôt que nos articles et nos contenus, ils s'adressent à tous, jardin ou pas jardin, balcon, intérieur, extérieur, petits espaces aussi notamment. On fait vraiment attention aux gens qui ont pas beaucoup de place, qui ont pas forcément un accès à la terre, et qui ont tous les niveaux de jardinage, quoi. Donc c'est un peu plus maintenant comme ça qu'on le pense. Et du coup, dans nos articles, t'as toujours les deux versions. Si t'as des plantations en terre, qu'est-ce qu'il faut faire ? Si tu as juste des pots, parfois t'as un jardin puis tu cultives en pot aussi. Enfin voilà, il y a plein de cas de figure différents. Donc maintenant, on essaye surtout d'adresser tout le monde et de toujours rester le plus accessible possible, que ça fasse pas peur en fait, le jardinage. Je confirme ça, avec le magazine Vert, ça ne fait pas peur, même à des gens comme moi qui n'y connaissent pas grand-chose, donc ça va, c'est à la portée de tout le monde. Vous le disiez, il y avait quand même un angle éco-responsable, en tout cas ça vous tenait à cœur, vous êtes assez engagé à titre personnel. Est-ce qu'on peut finalement jardiner de manière durable et écologique ? On en a pas mal parlé aussi ces dernières années. Je pense que la permaculture a, peut-être grâce aux réseaux sociaux notamment, connu un petit coup de projecteur. Comment est-ce qu'on aborde tout ça ? Et surtout, j'aurais aimé comprendre un peu la différence avec les magazines plus traditionnels. Est-ce que eux, ils avaient cette approche engagée, écolo ? Laetitia, tu disais que pas tellement, mais quelles sont les différences ? Non, l'approche des magazines, mais même de la presse, enfin même de l'édition des livres, c'est assez récent quand même. Il y a eu, pour le coup, un gros phénomène confinement qui a quand même vraiment mis le jardinage en lumière, et notamment le jardinage de gens qui n'avaient pas forcément envie qui n'avaient pas de connaissances, etc. Et l'aspect un peu écologique, éco-responsable du jardinage. Maintenant, on peut pas dire que les autres titres de presse sont pas du tout sur cette thématique-là. Je pense que tout le monde s'est un peu mis, comme disait Laetitia, au diapason. Il y a des, moi je continue à lire beaucoup de presse classique de kiosque. Il y a toujours maintenant un article un peu, comment faire se passer d'engrais, comment faire de la permaculture. Tu vois, typiquement, c'est des notions qui arrivent partout. Après, c'est peut-être un peu moins leur ADN quand même, parce que c'est quand même encore axé jardin
Et voilà, c'est axé, il faut que ça soit beau, il faut que ça Ornement, soit, ouais, voilà, il faut que ça soit ornemental. en floraison au bon moment, taillé de la bonne manière, etc. Nous, on a vraiment le côté, il faut d'abord déjà soit prendre du plaisir et éviter évidemment de bousiller tout ce qu'il y a autour. Donc des fois, c'est pas évident. Tu le disais, est-ce qu'on peut jardiner de façon éco-responsable ? On peut le faire, tu vois. Il y a plein de, déjà éviter tout ce qui est engrais chimiques, pesticides, tout ce qui est produits en fait conventionnels. Mais c'est pas forcément évident, tu vois. La permaculture, même, c'est pas une notion. On a l'impression que c'est facile, qu'il suffit de mettre un peu de paillage et voilà, et de faire ses semis et en avant, quoi. Évidemment, il y a une raison au fait qu'il y ait eu à un moment donné des engrais, des pesticides, des produits chimiques, de l'arrosage automatique, etc. Il y a une raison, parce que tout ça, c'est pas forcément naturel, donc il faut l'aider. T'as plein d'insectes qui peuvent te causer des soucis, plein de maladies. Donc dès que t'enlèves tout ça, il faut du coup faire face à plein de soucis, plein d'aléas qui peuvent arriver. Et il y a souvent plus d'échecs. Donc c'est peut-être plus compliqué pour un jardinier débutant, tu vois, de commencer, de se dire je veux tout faire parfaitement. D'ailleurs, c'est souvent un endroit où on essaye d'être encore plus parfait qu'ailleurs, tu vois. C'est un peu le syndrome de l'écologie, de l'écolo parfait. Au jardinage, on veut vraiment, tu vois, laisser faire naturellement, etc. Mais on a en même temps du mal à se dire que la nature, elle est imprévisible. Et tu vois, il peut geler en avril, il peut pleuvoir tout le mois de juillet. Et du coup, ça complique un peu les choses. Donc oui, tu peux jardiner de façon plus éco-responsable. Et nous, on essaye à chaque article, chaque thème, de donner des astuces, tu vois, pour faire des choses maison, pour même quand tu achètes des choses dans le commerce, quel type de choses acheter, comment faire attention à ce que tu achètes. Voilà, il y a plein d'astuces qu'on essaye de donner, mais il faut aussi se dire que c'est pas forcément plus évident de jardiner de façon éco-responsable, quoi. C'est vrai, comme tu disais, Julie, il faut faire un peu le deuil d'un jardin parfait aussi. Je crois que nos deux jardins, Julie et moi, sont un peu bordéliques. Il y a des trucs un peu ratés, des trucs un peu moches, etc. Parce que voilà. Aussi c'est pas que le côté éco-responsable, aussi parce que on n'a pas toujours le temps de faire exactement ce qu'on voudrait et tout ça. Donc, faut accepter ça. Et puis, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que c'est vrai que parfois, on peut facilement associer le fait de jardiner, de s'occuper des plantes à quelque chose qui en soi est écologique, puisque c'est les plantes, c'est la nature et tout. Et en fait, dans ce domaine comme dans tous les autres, finalement, il y a beaucoup d'écueils et d'enjeux et un impact carbone de ce secteur d'activité qui est pas neutre du tout. Et c'est aussi quelque chose qu'on aborde pas mal dans le magazine, notamment là dans le numéro de l'hiver dernier, le numéro 8. On a réalisé une enquête avec Alicia Munoz qui avait signé cet article sur l'impact carbone des plantes vertes qu'on achète en jardinerie et qui est hyper important puisqu'elles sont toutes importées, beaucoup élevées sous serre chauffée, avec des produits chimiques, etc. Et ça, c'est un côté que le consommateur aujourd'hui connaît pas encore trop. Pareil sur le marché des fleurs coupées aussi. On achète un bouquet de fleurs, il y a plein de gens. Maintenant là, ça fait 1 ou 2 ans, je pense, on en parle un petit peu plus. Mais il y a 1 ou 2 ans, les gens en achetant un bouquet de fleurs pensaient faire un cadeau un peu green, tu vois, à quelqu'un. Et en fait, pas du tout, c'est tout l'inverse. Et comme il n'y a pas encore beaucoup de labels, de réglementation, de transparence et de traçabilité sur ce qui est filière horticole, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu flou et un peu dur de s'y retrouver. Donc on essaye aussi un petit peu de guider les gens là-dessus, fournir quelques clés. Oui, c'était d'ailleurs une enquête très intéressante et c'est un sujet passionnant. Voilà, sur les réseaux sociaux, il y a quand même eu un essor il y a quelques années, justement, avoir la jolie plante verte, les Monstera et compagnie. J'imagine que ça a boosté quelque part la production aussi, hein, que les fournisseurs ont dû répondre à une certaine demande. Voilà, là, c'est typiquement ce que tu décris, Laetitia, c'est des plantes qui sont élevées qui sont produites sous serre, avec un impact écologique assez déjà, fort. C'est pas des plantes locales à la base. On jette pas la pierre, hein, nous on en a aussi, hein, mais c'est des plantes tropicales, donc déjà de base, voilà, c'est pas forcément. Il y a un gros effet de mode, hein. Même dans les fleurs et tout, t'as un gros effet de mode. Tu vois, si tu veux planter des fleurs chez toi ou des arbustes en fleurs, il y a des choses qui sont maintenant un peu vieillottes, tu vois, le géranium, etc. Il y a une raison pourquoi on plante des géraniums, quoi. C'est qu'ils sont hyper adaptés à chez nous, on peut les bouturer facilement, ça pousse bien. Tu vois, donc on va faire venir des fleurs beaucoup plus loin et peut-être moins résistantes, tu vois, ou moins acclimatées à notre climat, mais parce que voilà, c'est la mode, c'est le type de fleurs qu'on aime bien.
Et voilà, et en plantes vertes, comme tu dis, le monstera, il y a des modes de plantes rares qu'on fait venir de loin, qu'on force à fleurir. Enfin, voilà, il y a vraiment des modes qui compliquent un peu une production plus locale. Tu vois, il y a des gens qui vont en pépinière la première fois, ils trouvent ça bizarre, quoi. Tu sais, c'est une toute petite pépinière qui fait voilà quelques variétés, ils vont trouver que voilà c'est moins bien que s'ils vont dans une grande jardinerie, quoi. Mais parce qu'on est l'œil est habitué à des choses voilà déjà parfaites, tu vois, c'est la fleur, la plante verte doit être parfaite, la fleur doit être parfaite, et ça elle est parfaite que si tu l'aides à être parfaite, hein, elle est rarement parfaite dans la nature, et, euh, et puis voilà, c'est des productions qui sont pas forcément adaptées, quoi. Il y avait eu aussi un article où vous en aviez parlé sur les petits cactus, non ? Oui, Sur les collectionneurs de cactus. C'est dans un podcast aussi, un épisode qu'on a fait avec Mélanie Lely. Ouais, il y a un gros, pas un troc, comme on dit, un marché noir, quoi, du cactus qui sont prélevés, voilà, très loin. Il y a vraiment une espèce de gang de cactus, c'est incroyable. Et du coup, avec des espèces en danger. Moins vertueux que le gang des tomates. Exactement. Vous le disiez, c'est pas vraiment réglementé. Il n'existe aucun label aujourd'hui. Si je me rends en jardinerie et que je veux acheter une plante verte pour mon intérieur, par exemple, est-ce que j'ai un label auquel je peux me fier ? Comment je fais ? Si, ouais, il y a des labels maintenant. Il y a le label MPS, il y a le label Fleur de France. Fleur de France. Fleur de France. Et je crois que, alors je sais pas si c'est à compter de cette année ou 2022, je me souviens plus. Ils vont être dans l'obligation de mentionner. Alors on est en 2022, hein, Julie. Oui, qu'est-ce que j'ai dit ? Ils vont être dans l'obligation de mentionner l'origine, le pays d'origine. Parce que typiquement sur les étiquettes des plantes, alors des fois t'as rien, t'as même pas le nom de la plante, ce qui est très problématique quand même quand tu connais pas les plantes, parce qu'il faut quand même le nom pour savoir les soins à apporter, mais t'as rarement son origine. Et je sais plus à quelle date ça s'applique, mais ils vont être obligés de mentionner le pays d'origine, qui est beaucoup les Pays-Bas évidemment, mais t'as des plantes qui viennent de bien plus loin, et ça favorisera surtout les plantes qui sont issues de pépinières et qui sont fabriquées en France, qui sont produites en France. C'est intéressant. C'est plantes bleues, pardon, j'ai dit fleurs bleues, c'est plantes bleues le label. Et puis après, sur tout ce qui est plant potager, il y a quand même le label bio qui existe, qui est déjà un bon indicateur. Mais c'est vrai que sur la provenance, il y a pas mal de choses qui aujourd'hui sont pas très bien indiquées. Mais après, rien ne vous empêche de demander aussi. Quand vous faites vos achats, même dans une jardinerie classique ou à fortiori chez un pépiniériste, demandez d'où viennent ces plantes, est-ce qu'elles sont locales, est-ce qu'elles ont poussé ici, voilà. Comme on le fait pour nos fruits et légumes ou pour nos vêtements maintenant un peu plus. Voilà, exactement. C'est juste qu'il faut poser la question, c'est pas forcément affiché. Super, merci pour ces bons conseils les filles. Alors j'avais une petite question sur les pratiques à éviter, mais finalement ça rejoint tout ce que vous avez dit maintenant. Julie, tu disais peut-être se passer d'engrais qui polluent ou qui détruisent les sols. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur les pratiques à éviter ? Ouais, surtout plus que l'engrais, parce que maintenant on trouve quand même des engrais qui sont plus clean, on va dire. C'est plutôt tout ce qui est pesticides, insecticides, tout ce qui est préjudiciable au sol, à la biodiversité et à notre santé aussi. Donc c'est vraiment des produits qui ont un intérêt évidemment à court terme pour la plante, puisqu'elle va éviter qu'elle se fasse attaquer par des champignons ou par des insectes, sauf que du coup ça déséquilibre complètement le sol, et la vie du sol c'est ce qui fait pousser la plante. C'est aussi des légumes qu'on mange, donc c'est des légumes qui peuvent être quand même touchés par les pesticides, et c'est aussi très problématique pour la biodiversité, tu vois. Bon, je sais pas, on peut teaser un peu, mais c'est au sujet de notre prochain numéro de cet été. Et quand on creuse un peu la question de certaines disparitions, tu vois, le hérisson, certaines espèces d'animaux, tu vois, même les abeilles, etc., c'est complètement lié à l'utilisation de certains insecticides ou pesticides, quoi, qui eux, ils essayent de faire leur travail qui en plus nous est utile, tu vois, notamment pour les pollinisateurs, et en fait, ils meurent directement par l'utilisation de ces produits chimiques, quoi. Ces produits chimiques sont utilisés aussi par des particuliers, c'est pas uniquement sur des grandes exploitations. Non, complètement. T'as des produits que tu trouves en jardinerie. Il y a des produits en plus où on n'a pas encore. Alors il y a du recul, mais tu vois, il y a des produits qui sont qu'on peut utiliser en agriculture bio. Tu vois, je pense à la bouillie bordelaise par exemple, au cuivre, à certaines choses, tu vois, certaines techniques, mais qui en vrai déséquilibrent aussi le sol. Alors tout est question toujours de parcimonie, et tu vois, il peut y avoir
peut y avoir une intervention, tu vois. C'est dans un des derniers épisodes là avec Olivier où on parlait que si tu fais pousser des légumes pour le manger, évidemment, si les limaces mangent tous tes légumes, ça n'a pas d'intérêt. Donc il faut quand même essayer d'équilibrer tout ça. Mais par contre, il faut être conscient de dès que tu interviens chimiquement, il y a des risques aussi derrière, quoi. Typiquement, les granulés anti-limaces, effectivement, c'est assez fatal aux pauvres petits hérissons. Et aux pauvres petites limaces aussi, j'avoue, elles me font un peu de la peine aussi. Mais je comprends tout à fait, et on y a fait face aussi, que quand tu vois tous tes plants mangés par des limaces, t'es tenté quand même. Donc voilà, faut trouver son équilibre et sa façon de faire là-dessus. Et tout en gardant en tête l'impact que ça peut avoir effectivement sur la biodiversité, qui n'est pas forcément un impact dont on a conscience immédiatement, parce qu'on se dit chouette, il n'y a plus de limaces, mais on ne pense pas forcément aux conséquences. Surtout, comme disait Julie, avec des produits qui parfois sont autorisés en agriculture bio, et donc parfois il y a ce côté c'est bon, c'est bio, donc il n'y a aucun impact sur la nature, mais non, c'est pas vrai. Oui, puis on n'est pas du tout éduqué à les utiliser aussi, parce que tu as des produits que tu peux utiliser de façon en toute petite quantité, vraiment ponctuellement, parce qu'il y a eu un souci. En général, tu vois, le jardinier particulier débutant, il va avoir tendance à avoir un peu la main lourde sur certaines choses, quoi. Donc, en se disant là, au moins, il n'y a pas de risque. Ouais, voilà. J'invite bien sûr tous les auditeurs et les auditrices à lire votre magazine et à écouter votre podcast qui est très riche. Chaque épisode est consacré à une thématique bien précise, et pour toutes celles et ceux qui s'intéressent à ces sujets, je suis sûre que ça vous plaira. Terminer cet épisode, j'avais envie qu'on s'intéresse davantage à l'aspect entreprise. Qu'est-ce que c'est qu'être à la tête d'un magazine quand on a envie d'être engagé, quand on a envie d'être une entreprise éco-responsable? Est-ce que c'est possible ou pas? Et je voulais avoir un peu votre retour d'expérience à ce sujet. J'avais reçu Charles du label Livre Éco il y a quelques mois, années peut-être maintenant, le temps passe vite, qui nous avait éclairé sur ce monde de l'édition, mais j'ai encore jamais consacré d'épisode à un magazine. Donc voilà, ça sera assez intéressant que vous y répondiez. La première question qui est toute simple, c'est: est-ce qu'on peut commercialiser un magazine et être estampillé comme une entreprise éco-responsable et engagée, en sachant que je parle pas ici d'être une entreprise parfaite, personne n'est parfait, et c'est pas du tout ce qu'on recherche chez Basilic. C'est plutôt qu'est-ce qu'on peut mettre en place si on a envie d'aller un peu plus loin que les standards conventionnels. Pas une question si facile que ça, hein. Parce que déjà, voilà, qu'est-ce que c'est être une entreprise éco-responsable et engagée? C'est assez vaste. Et puis bon, après nous, on a la chance quand même de pas être dans un secteur d'activité le plus polluant possible. Et tu vois, on n'importe rien de l'étranger. On fabrique un produit qui est un produit papier qui a un impact de base assez correct, on va dire. Donc, mais on a quand même des problématiques. Alors, au niveau production, nous, le choix qu'on a fait assez important pour nous et qui est pas sans enjeu au niveau économique, c'est tout ce qui est impression, façonnage et envoi. On a choisi de tout traiter en local à La Rochelle, là où moi j'habite et où l'entreprise est basée, pour vraiment limiter les transports à ce niveau-là et travailler avec des acteurs locaux. C'est aussi super agréable parce qu'on peut aller voir notre imprimeur, faire les réglages avec lui, échanger d'humain à humain, voilà. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de magazines, notamment dans la presse classique, qui sont imprimés hors France, où c'est bien moins cher. Donc ça, c'est un côté important. Après, au niveau des petits accessoires en plus qu'on a, on va dire, c'est tout ce qui est pour l'envoi, notamment, tu vois, les enveloppes. Je sais pas, peut-être Julie, tu veux raconter un peu notre recherche infinie d'enveloppes parfaites. On connaît tout le catalogue d'enveloppes disponibles en France. C'est pas simple, c'est typiquement, tu vois, c'est un petit point comme ça pour les gens. Mais c'est un gros point pour nous parce que quand tu reçois ton magazine, tu le reçois donc dans une enveloppe. Nous, on a une particularité qui est du coup aussi liée à nos convictions, c'est que le magazine n'est pas pelliculé. Tu n'as pas de pellicule plastique sur la couverture, et ça typiquement, voilà, les gens font pas forcément attention à ça, sauf au fait qu'il s'abîme du coup un peu plus vite puisqu'il n'a pas de protection plastique. Mais pour nous, c'était important de pas rajouter du plastique sur la couverture, mais du coup, il est plus fragile. Donc on peut pas l'envoyer dans une enveloppe classique, tu vois, en papier, craft, etc. Ce qui serait le choix le plus écologique.
Et il nous faut un peu de protection, donc on est obligé d'avoir du papier bulle à l'intérieur de l'enveloppe. Donc ça a été des recherches d'enveloppes où on peut séparer le papier bulle et le papier craft pour pouvoir recycler l'un et l'autre n'est pas recyclé. Voilà, c'est des essais, tu vois, on s'envoie typiquement à chaque fois les magazines pour faire des essais dans les nouvelles enveloppes. Question de format, t'en as qui achètent plusieurs magazines, donc il faut un autre format d'enveloppe. Mais on voudrait éviter d'acheter 10 tonnes d'enveloppes différentes. Donc voilà, c'était toutes ces petites questions qui intéressent pas forcément les gens, qui nous demandent beaucoup de temps quand même et qui en plus ont un coût important. L'envoi, c'est l'impression évidemment notre poste de dépense majeur, mais l'envoi c'est un peu un coût quand même. Tu vois, la poste, les tarifs de la poste et tout se baissent pas, hein, donc c'est important. Et tout ce qui est à côté, tu vois, les étiquettes, les enveloppes, etc., ça a forcément un coût. Et évidemment, il y a une image que tu as du lecteur qui va recevoir son magazine. Et on a eu des fois, hein, tu vois, des questions de c'est dommage que vous avez une enveloppe en papier bulle. Mais voilà, là, on explique que c'est en fait pour le protéger, en fait, parce que s'il arrive abîmé, il va falloir nous qu'on en renvoie un autre. C'est un magazine qui est perdu. C'est aussi du gaspillage, c'est aussi puis on met du soin, tu vois, dans la couverture, dans le magazine. On aime bien qu'il arrive à peu près en état, quoi. Donc voilà, c'est toutes ces petites questions-là qui sont pas simples, quoi. Après, il y a un côté aussi sur l'engagement et l'éthique qui est important pour nous. C'est plus au niveau l'esprit de l'entreprise, en quelque sorte. Pour nous, c'est hyper important d'avoir une entreprise saine et un rapport au travail sain. Donc, on accorde beaucoup d'importance aussi à l'équilibre avec notre vie de famille, notre vie professionnelle. Comme on le disait au début, on est toutes les deux mamans. Et je pense qu'on intègre vachement ça dans notre façon de travailler et de travailler avec les autres aussi, du coup. Pour que voilà, chacun puisse avoir aussi du temps pour soi et ne pas péter un câble trop vite, parce que c'est quand même dur l'entrepreneuriat et que mine de rien on bosse beaucoup, mais on essaye quand même de garder du temps pour nos enfants, notre couple, notre famille. Et c'est bien de le dire parce que je pense qu'on a vraiment cette image aussi de la girl boss, mais au final la girl boss qui doit gérer tout son foyer, travailler 3 fois plus qu'avant, et c'est comme ça qu'on est successful. Et je trouve que c'est bien d'entendre des entrepreneuses dire qu'elles essaient aussi de concilier un juste équilibre entre vie perso et vie pro. Et au final, je pense qu'on est à peu près tous et toutes confrontés aux mêmes problématiques et que c'est hyper important de le dire. Et c'est parce qu'on le dit pas aussi qu'on véhicule cette image de voilà, il faut travailler jour et nuit, ce qui est vrai, il faut travailler beaucoup, hein, c'est pas le sujet, mais on peut essayer de maintenir un certain équilibre. Ouais, mais il y a des trucs qu'on fait pas, on pourrait faire plein de trucs en plus, tu vois, pour la promo du magazine, qu'on fait pas parce que ça empiéterait sur du temps pour autre chose, quoi. Ouais, il y a aussi un côté où nous, on est quand même tombé dans des années, alors parce que tu vois, il y a d'autres années où c'est difficile, hein, mais on est sorti quand même au tout début du confinement, donc ça fait quand même 2 ans, c'est la 3e année, où on a subi des confinements qui ont quand même eu des effets sur nos vies perso, évidemment, comme tout le monde, mais sur la vie pro aussi, tu vois, il y a eu beaucoup d'ajustements, etc. Et Laetitia, elle a eu un 2e enfant, donc il faut quand même s'ajuster aussi. Donc c'est des choses où, tu vois, avoir une entreprise éco-responsable, c'est super, mais si derrière t'as pas l'éthique qui suit, si derrière tu t'épuises et que tu finis en burn-out, ça n'a pas d'intérêt, en fait. Donc il y a aussi ce côté-là, essayer d'y aller doucement, et dans toutes les petites thématiques, tu vois, éco-responsables qu'on a, c'est toujours pareil, tu vois, il y a plein de choses. Tu parlais de Charles, tu vois, mais on a été en contact avec Livre Éco, et on a plein de points, tu vois, qu'on aimerait améliorer. Tu peux avoir du papier recyclé, tu peux travailler sur les origines des encres, tu peux travailler sur plein de choses, mais tout ça, c'est un gros travail, tu vois, on est 2 derrière l'entreprise, donc il faut qu'on accepte, nous, d'aller doucement, et il faut qu'on parle aux gens, tu vois, à nos lecteurs, pour dire, oui, on a conscience, tu vois, que là, on peut s'améliorer, mais pour l'instant, on n'a pas de solution, voilà, et on travaille dessus, quoi. Bien sûr, mais c'est aussi tout ce qui contribue à la transparence et à l'image que vous véhiculez, tu vois. Enfin, moi, je trouve ça hyper honnête et engagé de juste dire, bah écoutez, là pour les enveloppes, voilà, on tâtonne, on travaille, on fait de notre mieux. On fait aussi avec le budget qu'on a, parce que j'imagine que ça représente des budgets assez conséquents, et il y a un moment, il faut aussi faire des choix, et il faut faire des choix pour pouvoir continuer à vivre, s'alimenter, nourrir ses enfants, et j'en passe, et ensuite faire perdurer son entreprise
entreprise et au final, à vouloir faire tout trop bien, trop juste, on peut mettre en péril son entreprise. Donc c'est pas forcément la bonne stratégie. Il y a quand même un côté, je te coupe, mais il y a un côté où on doit quand même vendre. On est quand même une entreprise, donc on doit vendre. Et tu vois, on pourrait très bien faire un magazine bien plus éco-responsable, je pense. Tu vois, en papier recyclé avec des encres végétales. On pourra avoir je sais pas, on a déjà étudié le cas des enveloppes, tu sais, rigides en carton pour avoir tout ça. Le magazine ferait 2 fois le prix, en fait. Donc les gens n'achèteraient pas. Tu vois, il y a aussi ce côté-là où on demande beaucoup de choses aux entreprises, typiquement d'avoir des méthodes d'envoi éco-responsables, d'avoir des enveloppes recyclables, et les gens demandent de ne pas payer de frais de port. Donc nous, il faut trouver l'équilibre entre, mais si, en fait, voilà, c'est un coût, il faut que quelqu'un le paye à un moment donné, et donc on va essayer de le faire le plus bas possible pour vous, mais du coup, on peut pas tout faire rentrer dedans. Donc voilà, c'est des recherches de balance, quoi. Bien sûr. Après, c'est vrai que c'est une grande question quand on a une entreprise, c'est à partir du moment où tu as une entreprise, tu fais partie d'un système capitaliste, et comme dit Julie, il faut vendre, et donc ça c'est aussi toujours un grand questionnement qu'on a, on n'a pas la réponse parfaite là-dessus, de trouver l'équilibre entre faire des promos, faire de la com, utiliser les réseaux sociaux, tu vois, alors que on sait tous les travers qu'ils ont, faire de la pub, même voilà, acheter de la pub, faire des relations presse, enfin tous ces trucs là pour dire aux gens achetez notre magazine, ce qui est pas forcément si on est dans une démarche hyper extrême et jusqu'au boutiste, c'est pas forcément éthique, tu vois, quelque part d'inciter les gens à acheter. Si on veut aller jusqu'au bout du truc, bien sûr. Voilà. Et de consommer, voilà. Donc ça, c'est aussi un sujet qu'on a. En vrai, on fait pas tant de com et de pub que ça, surtout par manque de temps. Donc voilà, on a notre compte Instagram qui est vraiment notre levier de com principal, et c'est là où on fait le plus d'actions. Le reste, on fait pas beaucoup, mais parce qu'on n'a pas le temps et pas les moyens. Sûrement que si on les avait, on ferait plus de choses. Mais en même temps, parfois, il y a des choses quand même qu'on s'interdit de faire, notamment voilà, d'aller trop loin sur des promos, des jeux concours, des opérations trop commerciales, des choses comme ça, où parfois on fait pas parce que on trouve qu'au bout d'un moment, voilà, ça fait un peu too much, un peu trop vendre, acheter, et qu'on n'a pas envie non plus de rentrer là-dedans, quoi. Mais ça, c'est pas évident quand on a une boîte d'avoir Je pense, le type de problématique auxquelles sont confrontés tous les écolos et toutes les écolos de France qui sont quand même dans le système, et on a tous à la fin besoin de se loger, payer notre loyer, payer notre prêt ou je ne sais quoi, manger, s'habiller. On en revient toujours au même point. Est-ce que vous refusez certains annonceurs qui peut-être ne correspondraient pas à votre ligne éditoriale, à vos valeurs, en sachant que, je précise, il y a quelques pages de pub dans le magazine, alors il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. Est-ce que vous refusez certains annonceurs, ou est-ce que vous démarchez en tout cas que des annonceurs qui sont parfaitement alignés avec vos valeurs ? Oui, alors on n'est pas assez connus pour que les gens se ruent sur nous, malheureusement, ou heureusement, je sais pas. On n'a pas encore refusé Chanel et... Donc voilà, en vrai, pour être honnête, on n'a pas eu le cas de figure où un annonceur qui aurait plein d'argent nous proposerait un truc et qu'on serait obligé de refuser. Mais clairement, si c'était le cas, et si c'était une boîte avec laquelle on n'est pas en accord avec les valeurs, on refuserait, c'est clair. Déjà pour nous, c'est sûr, et puis je pense que notre lectorat ne comprendrait pas du tout qu'on accepte certaines marques, quoi. Mais en vrai, c'est pas le cas, et aujourd'hui, les quelques annonceurs qu'on a, comme tu disais, c'est 1 à 2 pages de pub max par magazine sur 120 pages de magazine. C'est des petites entreprises, soit qu'on a démarché, soit éventuellement qui nous ont envoyé un petit message, mais qui sont de l'entreprise familiale, indépendante. La seule exception, on va dire, enfin en tout cas plus grosse entreprise qu'on a eue dernièrement, et c'est tout récent, c'est notre collaboration avec Botanique, qui est une ancienne de jardinerie. Alors c'est une entreprise familiale à la base, qui maintenant quand même est devenue une grosse boîte avec un réseau de magasins, mais avec laquelle on était très heureuse de travailler, et qui revendent aujourd'hui nos magazines, parce que justement dans tout le marché des jardineries et toutes les jardineries qui existent, c'est vraiment ceux qui ont un engagement et qui depuis plusieurs années vont dans cette transition écologique sur le marché des plantes,
avec des plantes qui sont produites en France, avec ils travaillent avec des pépiniéristes locaux, ils travaillent beaucoup sur le zéro déchet, ils ont créé une filière de recyclage des pots en plastique, qui est quand même aussi un gros sujet de pollution dans le marché des plantes, tous ces petits pots qu'on récupère à chaque fois qu'on achète une plante. Ils ont fait beaucoup d'actions et du coup, voilà, pour nous, c'était un acteur totalement légitime là-dessus. Et on était totalement à l'aise de bosser avec eux et on est très contente. Mais il y en a d'autres avec qui... Mais c'est pas simple, hein, si je peux compléter, c'est pas évident. Le système économique de la presse, tu vois, est un peu différent du monde de l'édition. La presse, 90% fonctionne avec la publicité. C'est très compliqué pour la presse de ne vivre qu'avec ses lecteurs, parce qu'on ne fait pas payer le coût réel, en fait, aux lecteurs, parce que les abonnements sont compliqués, etc. Donc la presse classique, j'entends, pas forcément indépendante, mais la presse qui appartient au groupe de presse fonctionne beaucoup avec les régies publicitaires. Donc eux n'ont pas vraiment le choix. En fait, c'est très compliqué pour eux, même quand ils veulent avoir une démarche plus éco-responsable, de refuser des annonceurs. C'est extrêmement compliqué parce qu'il faut payer les rédactions, les reportages, etc. En fait, soit tu as un magazine que tu vends à 5-6 euros, dans ces cas-là, tu dépends fortement de la pub. Soit comme nous, il est vendu 17 euros et tu peux te permettre d'avoir moins de pub, mais il est vendu plus cher, quoi. C'est ça. Donc c'est vraiment l'équilibre entre voilà, et puis c'est ce que tu connais bien, c'est que quand tu cherches des annonceurs plus éco-responsables, ils ont souvent beaucoup moins de budget aussi. Ouais. Ah bon, voilà, c'est des petites entreprises, donc voilà, on trouve d'autres astuces, on essaie de développer d'autres choses pour travailler avec eux. Puis nous, c'est aussi des gens qu'on adore rencontrer, tu vois, c'est souvent des partenaires avec qui ensuite, des fois, on fait des épisodes de podcast ou on les interviewe pour un épisode parce que voilà, ils cultivent des plantes de tisane, etc. Enfin, c'est aussi un travail de lien, quoi, avec les... C'est une toute petite part de notre chiffre d'affaires, hein, les publicités. Vraiment, j'aurais pas le chiffre précis en tête à te donner, mais c'est pas plus d'1%. Donc, on pourrait ne pas avoir de pub. D'ailleurs, le dernier numéro, il n'y a pas du tout de pub. Ça dépend un peu des numéros. C'est un peu, voilà. C'est pas ça trop qui nous fait vivre. Mais pour l'instant, on garde la possibilité d'en faire. Et c'est très bien parce que ces petites entreprises, ou moyennes d'ailleurs, ont aussi besoin de se faire connaître et ça participe à leur développement. Donc au final, c'est assez vertueux. En tout cas, moi, je suis ravie que vous arriviez chez Botanique. Il y en a plein autour d'Annecy. Je sais pas, il doit y en avoir 4 ou 5. Donc c'est très, très chouette. J'espère que vous allez pouvoir rencontrer un nouveau lectorat grâce à cette enseigne. J'en suis convaincue. Merci beaucoup les filles, c'était super intéressant d'échanger avec vous. Merci pour votre transparence, votre authenticité, ça fait du bien d'entendre ça au micro. Et j'indiquerai bien évidemment tous les liens utiles dans la barre de description. Et je renvoie vers votre podcast parce que il est très chouette et que moi j'apprends plein de choses. Alors c'est compliqué, ça donne envie de déménager, d'avoir un jardin ou un balcon, etc. On peut pas cocher toutes les cases. Mais non, c'est très intéressant. Et puis à bientôt. Merci à toi et merci pour les super montages que tu nous fais sur le podcast parce qu'on t'envoie souvent des trucs un petit peu anarchiques. Non. Et tu fais un super boulot. Salut les filles. Salut. Et voilà, cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à partager votre écoute sur les réseaux sociaux en taguant Basilic Podcast bien sûr, mais aussi Vert Magazine. Nous serons ravis de partager vos écoutes. L'ensemble des liens utiles pour suivre cet épisode seront dans la barre de description. N'hésitez pas à la consulter. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt.